Très vite, donc en 2004, l'objectif, et ça c'était un désir médical, c'est que l'ensemble de l'équipe soit intégré et facilite et incite les gens à se faire dépister. Et on s'est très vite rendu compte qu'un certain groupe d'usagers ne pouvait pas bénéficier de sérologie puisque le système veineux était endommagé. Et grâce à la proposition donc, du laboratoire Roche de participer à la formation sur le micro-prélèvement, on n'a pas hésité. Et aussitôt la formation faite, on l'a appliquée dans la structure. Et ce groupe de personnes donc, qui pratiquaient et qui continuaient à avoir des pratiques à risque a pu enfin être dépisté parce qu'on était quand même sur un constat d'échec de voir qu'une quarantaine d'usagers ne pouvaient pas avoir ce genre de bilan sérologique, ce qui était quand même dommage. Les points forts donc, de la technique du micro-prélèvement, c'est qu'elle permet de pratiquer le dépistage des hépatites et du VIH, 3 microtubes. Notre objectif, nous, était d'optimiser, bien sûr, les bilans sérologiques pour les usagers qui avaient le plus de pratiques à risque et qui ne pouvaient pas donc en bénéficier d'un prélèvement veineux. Pour quel usager? Il s'agit des usagers qui ont un capital veineux épuisé. Et puis, on l'utilise aussi pour des usagers qui ont des conduites à risque persistantes, et ça se rappelle un peu ce que disait Dr Melin, c'est que bon, on peut au moins en ressolliciter ou eux-mêmes peuvent le proposer parce qu'il y a les conduites qui sont là et les risques sont toujours présents. Et puis bon, ceux bien sûr qui ont une forte appréhension des prises de sang. Donc c'est une technique qui remporte un franc succès, comme je me répète, mais qui remporte un franc succès auprès des usagers et qui nous a au moins permis de faire des dépistages chez toutes les personnes qui avaient des pratiques à risque. Bien sûr, il faut informer les patients, dire tranquillement en quoi le traitement il consiste. Quels sont les résultats attendus sur la base donc, de la charge virale du début, sur la base du génotypage, du génotype et d'autres éléments. Informer sur les facteurs, sur les effets secondaires du patient, parfois du traitement, parfois les démystifier parce que beaucoup de patients ils ont vraiment des gros a priori par rapport au traitement puisqu'ils ont entendu quelqu'un, ils connaissent quelqu'un qui a connu quelqu'un qui a fait les traitements et chez qui les traitements c'est très mal passé. On peut préparer les traitements. Ce qui est bien dans l'hépatite C, c'est qu'en effet, c'est très rarement un traitement qu'il faut démarrer en urgence. On peut prendre le temps. On peut en effet adresser les patients chez les psychiatres s'il a un syndrome dépressif. On peut essayer de régler certains problèmes sociaux avec l'assistance sociale, si en cas d'absence de logement ou d'isolement familial. On peut prendre le temps de discuter avec le conjoint du patient, l'adresser avec une consultation avec l'infirmier spécialisé pour essayer de discuter aussi avec les conjoints, expliquer en quoi les traitements consistent, quels peuvent être les effets collatéraux, comment eux ils peuvent nous aider et qu'est-ce que nous on peut faire pour les patients. Il faut mettre en place avant le début d'un traitement une consultation avec une infirmière spécialisée qui aura sûrement plus de temps que le médecin pour pouvoir expliquer des choses très pratiques mais très importantes pour les patients et qui peut avoir aussi parfois un discours qui est beaucoup plus simple à comprendre que le discours du médecin. Et on peut remettre une documentation, des piluliers, des boîtes, etc. Donc en effet, rendre les patients beaucoup plus familiers au traitement avant que les traitements soient mis en route. Donc en conclusion, l'infirmière référente est l'intermédiaire entre le malade et le médecin. Elle est la personne capable de répondre aux innombrables interrogations de certains patients anxieux. L'infirmière complète l'information du patient et l'éduque sur les modalités de son traitement. Elle le rassure et le soutient. Elle participe à une meilleure prise en charge et surtout à une meilleure adhésion du patient au traitement. Le rôle de l'infirmière est d'informer, d'éduquer et de soutenir afin d'optimiser et d'améliorer l'adhésion du patient à son traitement. Alors ces recommandations disent quoi? Elles nous conseillent sur ce qu'on doit faire avant, pendant et après. Globalement, avant, il y a 2 grands objectifs. Le premier, c'est évaluer et stabiliser les conduites addictives et les troubles psychiatriques parce qu'il faut arriver à un équilibre psychosocial.
Nous conseillons fortement d'utiliser des autoquestionnaires jugés sur un simple entretien clinique de l'usage à risque de substances psychoactives est extrêmement trompeur. Nous et le patient évaluons très mal, comme ça, subjectivement, les conduites à risque. Évaluer l'usage des opiacés, les modalités de prise en charge du traitement de substitution aux opiacés. Évaluer les troubles psychiatriques actuels, lors d'un entretien clinique, certes, mais éventuellement à l'aide d'autoquestionnaires. Et surtout, évaluer les antécédents psychiatriques personnels et familiaux, notamment d'antécédents d'associations psychiatriques, de dépression, tentative de suicide. Les troubles de la personnalité, on a plus à s'interroger sur la réactivité et l'impulsivité des gens qu'au fait de savoir s'ils sont schizophrènes, bipolaires, hystériques ou je ne sais quoi. C'est plus une question d'individu et de caractère que de nosographie. Globalement, aucun traitement antiviral est une urgence, mais on doit mettre ça en place. Et surtout, en objectif numéro 2, formaliser un cadre de soins réassurant et disponible et des conduites à tenir adaptées à proposer aux patients. Ça veut dire quoi? Informer et éduquer le patient et ses proches. Informer sur ce qui va se passer. Ses risques de troubles du caractère, d'impulsivité, d'irritabilité, de pouvoir être joignable. De questionner la problématique de l'injection, de savoir si on doit faire intervenir des infirmières, ou effectivement que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu psychiatrique. D'être très au clair là-dessus, de dire aux gens, ben voilà, soit je vous suis tous les mois, soit vous venez me faire un coucou, mais néanmoins, si vous ne souhaitez pas qu'on se voit tous les mois, s'il se passe ça, vous me donnez un coup de téléphone et on se voit dans les 48 heures. Donc les gens sont éduqués aussi par rapport à ça, et l'entourage aussi, hein, qui nous téléphone en cas de besoin. Réfléchir effectivement sur le traitement de substitution aux opiacés. Il y a des indications de traitement antidépresseurs préventifs, elles existent. Et surtout, organiser le suivi de telle façon à ce qu'il soit efficace, disponible, de proximité, aux conditions que la prise en charge de proximité réponde aux recommandations nécessaires. Donc, a priori, aucun patient ne doit être exclu du traitement antiviral. Il n'y a aucune raison de ne pas proposer un traitement antiviral. Les chances de guérison sont identiques, aux conditions d'un cadre de soins adapté. Pendant le traitement, toujours, on réévalue les troubles psychiatriques à chaque consultation. On réévalue les conduites addictives et leurs évolutions à chaque consultation. Est-ce que l'usage de cannabis a augmenté? Est-ce que l'usage de tabac a augmenté? Est-ce que votre consommation d'alcool a varié? Ce sont des très bons marqueurs d'une évaluation de troubles psychiques. On revoit régulièrement les patients. Même si c'est pour faire coucou, ils savent où nous joindre. Et une chose essentielle, travailler ensemble en transdisciplinarité, ça n'a du sens et ça n'a du bon sens et ce n'est efficace que si le discours de chacun d'entre nous est cohérent. Il n'y a rien de pire qu'un discours dissonant entre des gens qui travaillent ensemble pour un patient. Et si possible que chacun des intervenants ait une formation commune, une connaissance commune, et que chacun puisse agir à son endroit, à son moment, éventuellement sur l'urgence de l'autre, aux conditions que l'autre soit disponible. Autant l'indication d'un traitement antiviral se prépare, autant son arrêt également se prépare, parce qu'il y a des risques de décompensation psychique après l'arrêt du traitement, et il y a un risque de reprise d'un usage de substances psychoactives après, surtout chez des patients qui ont tout stoppé, tout contrôlé durant le traitement de ce traitement antirétroviral. Il n'y a pas à arrêter le traitement psychotrope brutalement, il n'y a pas à arrêter le suivi psychologique ou psychiatrique brutalement, on se prend le temps. Hein. L'après est aussi dangereux que l'avant ou que le pendant, surtout s'il y a eu des facteurs de risque et que tout s'est bien passé et que le patient est guéri. Surtout. Voilà. Donc lorsque tous les voyants sont au vert, méfiance après. Donc on a mis en place un observatoire qui s'appelait ToxScan et qui s'est adressé aux usagers de Xapa et de Carude. Donc ça touchait deux structures, ça touchait le centre, le CUID à Bordeaux, donc Centre d'éducation et d'information sur la drogue, et la CASE, qui était un centre de soins de médecins du monde. Et on proposait à tous les usagers qui fréquentaient ces deux centres la réalisation d'un fibroscan sur place, dans le centre, par un infirmier du centre. Et une fois, vous avez donc là l'image du fibroscan, ça se présente un petit peu comme une échographie. Et donc une fois que ce fibroscan était réalisé, on en profitait pour proposer un dépistage des hépatites virales et du VIH. Et une fois que si ce dépistage était fait et s'il s'avérait être positif, on continuait dans notre progression de soins. Le rendu des examens était fait par le médecin addictologue du centre.
Et si c'était nécessaire, on pouvait alors proposer une consultation avec le médecin hépatologue au sein du centre. Donc l'usager restait toujours dans la même structure. Et si on fait le bilan maintenant depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'il y a cette collaboration, on a été très étonnés en reprenant les chiffres et on s'est rendu compte que 600 usagers avaient réalisé au moins